Chers fans de foot, bonjour et bienvenue dans cette émission de Top Sport, émission hebdomadaire, où nous allons cette fois décortiquer la deuxième journée des playoffs. Ouais. Alors pour ce faire, j'ai à mes côtés deux chroniqueurs de Wallfoot. Mon ami Florent Malice, bonjour Florent, Salut Bruno. et Loïc Vos, bonjour Loïc. Bonjour Bruno. Alors voilà, deux journées, manifestement, il y a un peloton de tête et je vais dire les trois derniers. Mais je pense que le podium, il est d'ores et déjà connu. Je présume que c'était également votre impression, Florent? Oui, là je pense qu'après deux journées, 6 sur 6 pour le top 3, 0 sur 6 pour le flop 3, j'ai envie de dire, c'est assez clair. On le sentait venir. On se demandait s'il allait avoir une des trois équipes de la tête qui allait trébucher. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un peu moins clair sur la deuxième journée. Genk a failli trébucher à Anderlecht. L'Antwerp a failli rattraper Bruges alors qu'ils étaient menés 0-3. Mais maintenant, la différence elle est faite. C'est statu quo, sauf pour le quatrième qui espérait peut-être rejoindre le trio de tête. Mais sinon, c'est statu quo en tête et statu quo en bas. Et on a presque l'impression que ça va vraiment commencer maintenant en fait. Oui. En fait, la différence, c'est que toutes ces équipes qui avaient loupé la première journée jouent à domicile. Donc, on est quand même en droit d'attendre un peu plus de ces clubs jouant à domicile. Comme tu l'as dit, oui, il aurait pu y avoir quelque chose à Antwerp, à Anderlecht aussi, même si, bon, il faut quand même être prudent dans ce genre de choses. D'office, lors de la troisième journée, là, il y a quelque chose qui va se passer puisque il y a déjà un match vraiment au sommet qui va opposer Bruges à Genk. Loïc, comment tu vois ce match? Comment est-ce que tu pourrais préfacer ce match? Ouais, ça va être le premier gros match de ces playoffs entre les deux premiers favoris au titre. Moi, pour voir ce match, j'aimerais bien me mettre dans la peau d'un supporter de l'Union Saint-Gilloise, voir un peu ce qui va se passer en étant un peu en embuscade. Non, mais évidemment, Bruges et Genk, c'est deux des trois meilleurs, on l'a dit. Bruges est fidèle à lui-même de ce qu'on a vu les autres années, c'est-à-dire qu'en playoff, il rajoute la vitesse supplémentaire. Et on le voit encore ce match à l'Antwerp, ils sont impressionnants pendant une heure, et puis on se demande un petit peu ce qui se passe. Prennent deux buts un peu surprenants, mais pendant une heure, ils font preuve d'une telle maîtrise au Bossel où ils ont toujours un peu de mal. Et puis derrière, bah oui, Genk qui a peut-être affronté le meilleur Anderlecht des 4-5 dernières semaines. Ouais. Mais bon, voilà, ils font la différence parce que c'est une grande équipe qui va jouer le titre. Donc, je m'attends à un match spectaculaire entre deux équipes qui, si on me passe l'expression, vont un peu se rentrer dedans et vont essayer de montrer qu'elles sont là et que c'est eux le gros favori. Donc, je pense qu'on aura un bon match. Le match Bruges-Genk en championnat, on avait vu Genk pour la première fois prendre des mesures, des précautions, ne pas jouer la fleur au fusil comme ils le font parfois en déplacement. Est-ce que tu penses que l'entraîneur de Genk, Thorsten Fink, aura retenu quelque chose de cette première rencontre entre eux en terre brugeoise et qui pourrait modifier quelque chose, ou bien finalement l'enjeu va peut-être tuer le jeu? Mais de toute manière, dans la peau du Racing Genk, un partage n'est pas un mauvais résultat. Ouais. Ils vont au club de Bruges, ils doivent encore accueillir l'Union, ils doivent encore accueillir Bruges. Eux, s'ils font deux partages à l'Union et à Bruges qui gagnent deux fois à domicile, ils sont très bien. Donc oui, je pense qu'on ne va pas voir un Genk, ce ne sera pas Genk l'équipe la plus entreprenante. À mon avis, c'est plutôt Bruges qui a intérêt à essayer de mettre le rythme dans le match, à essayer de les déborder, à essayer de mettre la pression avec le Jan Bredel à domicile. On connaît, ça peut être chaud. À mon avis, Genk va être oui, un petit peu plus, en tout cas sur la retenue en première mi-temps, ne pas vouloir concéder trop vite. Maintenant, Genk est aussi une équipe qui a les facultés de 1 de réagir sur une situation difficile et de 2 d'en débloquer une, même si on peut imaginer un Genk en grosse difficulté pendant une heure et puis qui sur deux actions, Stucker sera probablement pas là, mais qui sur deux actions peut débloquer une situation, ils ont les joueurs pour. Mais j'ai dit que statu quo en tête, mais en fait, il n'y a pas vraiment de statu quo dans le sens où il y a une équipe à qui ça profite, c'est Genk. Parce que au moins il y a de matchs pour les rattraper. Ben, au mieux c'est pour Genk qui a déjà vu passer 2 matchs sur les 10, il n'y en a plus que 8. Donc le temps en fait joue avec eux, tant que ça reste tel quel, le temps joue avec eux. Et là en fait, même s'ils perdent Jan Bredel, Bruges ne les rattrape pas. Ce que à mon avis certains supporters de Bruges espéraient, c'était de recevoir un Genk qui aurait trébuché dans l'une des deux premières journées. Non, là ils reçoivent un Genk qui, même s'il est battu au Jan Bredel, reste avec un point d'avance. Ouais. Donc psychologiquement, c'est aussi très important de garder cette distance pour le Racing Genk. Et Genk, en fait, moi, ce qui me marque,
On a ce Bruges qui est très talentueux, mais qui est aussi capable de moments de vide, comme on l'a vu à l'Antwerp. On a cette Union qui a rien à perdre, qui y va à fond. Et on a un Genk qui est d'un cynisme, je trouve. À Anderlecht, ils ont honnêtement pas beaucoup plus que 2 occasions. Ouais. Et c'est 2 goals. Et on a l'impression, même quand Anderlecht égalise, alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on a l'impression, on le sent, qu'ils vont aller marquer ce 2e goal. Ils ont un cynisme, une efficacité. Ouais. Durant toute la saison, ils n'ont pas toujours été les meilleurs, je trouve. Mais ils ont toujours été les plus cliniques, vraiment. Et c'est peut-être ce qui fera la différence dans ces playoffs. Sans qu'ils soient en mission, hein. Thorsten Fink, tu le vois dans son discours, etc. C'est vraiment une réelle mission là-bas d'aller chercher le titre. Et puis on en parlait, et je trouve la différence qui, pour le coup, pourrait jouer peut-être un petit coup négatif à Bruges, c'est qu'on parlait des attaquants de l'Union qui ont Ivanovic, David, c'est fantastique. Arauco Daria Genk qui est meilleur buteur, mais il y a encore haut derrière à chaque fois qu'il monte, il est terrible. Bruges a peut-être un petit problème là en pointe avec Jude Nielsen, qui aucun des deux n'apporte la pleine satisfaction, il galvaude un peu des occasions. Il y a eu un peu de ça aussi contre l'Antwerp parce qu'ils peuvent en mettre plus que 3, mais il y a eu aussi des occasions manquées. C'est peut-être ça aussi qui va jouer le cynisme, justement, l'efficacité dans ces moments-là. Je pense que Genk en a plus que Bruges pour le moment. Le paradoxe de Bruges, je vais juste rajouter ça, c'est que je pense qu'un Nilsson ne serait pas titulaire à l'Union, ne serait pas titulaire à Genk et peut-être même ne serait pas titulaire à Anderlecht. Et ça, c'est quand même paradoxal d'avoir vraiment probablement la meilleure équipe de Belgique ou le top 2 de Belgique, mais d'avoir en pointe souvent un Gustav Nilsson qui ne serait pas titulaire dans les autres équipes parce qu'il y a mieux ailleurs. Ça, c'est quand même assez paradoxal. C'est paradoxal, c'est vrai. On a parlé maintenant de ce match entre le numéro 1 et le numéro 2. Prochaine journée, il y a également le derby bruxellois qui est au programme. Alors, Anderlecht, ça fait 1 point sur 24 face aux équipes du top. Ce point, il a été pris contre l'Union. Est-ce que Anderlecht peut récidiver au Parc d'Uden? Alors déjà, c'est un chiffre qui donne vraiment le tournis. C'est vraiment 1 point sur 24. C'est digne du Berscott. Vraiment, c'est assez catastrophique. Maintenant que tu le dis, j'y avais pas pensé. Maintenant, de ce qu'on a vu hier, il y a un mieux à Anderlecht dans la mentalité. Je pense que Besnikazi est arrivé à remonter les bretelles de tout le monde et est très exigeant avec ses joueurs. Je crois que ça leur fait beaucoup de bien, notamment un De Donker qui avait besoin qu'on soit exigeant avec lui. D'ailleurs, hier, Azi n'a pas hésité à citer nommément les joueurs qui ont fait des erreurs, à dire qu'il attendait plus de tels joueurs. Ouais. Je pense qu'il y avait besoin de ça par rapport à un David Hubert qui était très très lisse, qui ne disait jamais vraiment, ne mettait jamais le doigt où ça faisait mal, on va dire. Et Rimmer n'était pas vraiment réputé pour ça non plus. Azi, il le fait. Ouais. Donc il y a déjà ça. Maintenant, l'écart entre l'Union et Anderlecht, il est abyssal. Je pense que ce derby, imaginons que l'Union marque dans les 20 premières minutes, ça peut vite devenir très gênant en fait, vraiment. Je ne vois pas ce que cette défense d'Anderlecht peut faire contre Promis David, contre Franjo Ivanovic. Même un joueur qui n'a pas été très bon pendant une bonne partie de la saison mais qui commence à être excellent, c'est Hanan Kalaili. Ouais, si on se retrouve avec le même niveau de latéraux que ce qu'il y avait ici dimanche, parce que c'était le point faible d'Anderlecht ce week-end, c'était les latéraux, il va se régaler quoi. Donc non, je pense que là, moi je pense que l'Union va prendre un 9 sur 9 et va s'asseoir tranquillement dans son divan pour regarder Genk et Bruges jouer, parce que l'une des deux équipes perdra des points et l'Union en profitera pour se rapprocher d'un de ces deux-là. Ou voire des deux, si c'est un partage. Ouais. Mais je crois qu'Anderlecht a plutôt intérêt d'y aller en faisant un peu le gros dos et en faisant attention, parce que s'ils vont en jouant le jeu, en se disant on va leur tenir tête, ça n'ira pas. Ils vont être obligés à un moment donné de fermer un peu plus, mais de jouer un peu contre l'ADN d'Anderlecht. L'ADN de beau football, etc. Ils vont être obligés un petit peu là de fermer la baraque. S'ils jouent, je ne les vois pas jouer offensivement, essayer de rendre le coup pour coup à l'Union et tenir tête sur 90 minutes. Ou alors Dolberg met dedans tout ce qui touche. Ouais. Et bon, c'est différent. Il en est peut-être capable, mais il faudra ça, quoi. On en parlait d'équipe en mission. L'Union aussi donne l'impression d'être en mission. Depuis quelques mois, c'est incroyable. Maintenant, tu disais, Anderlecht, hier, il y a eu un léger mieux. C'est vrai que les 20 minutes initiales, tu sentais que c'était mieux, tu sentais qu'il y avait plus d'envie, qu'il y avait plus d'intensité. Finalement, ils auraient dû marquer pendant cette période, ça s'est pas vu. Par rapport au premier match, il y a déjà une nette amélioration. Maintenant, sur ce que j'ai vu jusqu'à présent de toutes les équipes, je me dis qu'Anderlecht pourrait peut-être être comme un arbitre dans cette course au titre. Ouais. Que gare à l'équipe qui va quand même perdre l'un ou l'autre point contre Anderlecht, puisqu'il faut quand même dire Bruges doit encore venir Anderlecht, l'Union
encore de Tout à venir fait. à Anderlecht. Donc, bon, je ne parle pas des deux autres, Antwerp et Gand, parce que de toute façon, eux, ils sont quand même lâchés. Mais je me dis que contre Bruges et l'Union, ben, cet Anderlecht-là, qui est, je veux dire, en train Ouais. de s'améliorer, pourrait peut-être grappiller l'un ou l'autre point. Je ne sais pas Je pense si- que si humiliant entre guillemets que ce soit, Anderlecht doit accepter ce rôle-là, en fait, doit endosser ce rôle-là, un petit peu comme on dit en anglais, the best of the rest. C'est-à-dire être conscient qu'il y a le top 3 et puis c'est tout. Donner tout en finale de la Coupe de Belgique et puis essayer d'aller chercher cette 4e place. Ce serait, je pense, leur place en fait. Ouais. Et effectivement, de ce qu'ils ont montré hier, après tout, ils ont failli accrocher ce game, qu'ils ont failli au final, eux, prendre un point, mais bon, à la limite, c'est presque anecdotique. Mais en privé Genk de 2 points, et s'ils endossent ce rôle de, comme tu le dis, d'arbitre, effectivement, s'ils acceptent ce rôle, Ouais. je pense que psychologiquement, ça ne doit pas être facile non plus pour les supporters d'Anderlecht d'accepter ça. Et je pense que ça doit être l'objectif d'Anderlecht, c'est d'être le premier de ce mini Ouais. tournoi entre les 3 moins bons du top 6. Quoi. C'est Ouais. malheureusement Ouais. tout ce qu'ils peuvent espérer. Ouais. Loïc, l'année passée, beaucoup de gens, de supporters, je veux dire neutres, trouvaient sympa que l'Union ait quand même remporté la Coupe de Belgique, enfin un trophée, après des années, des années et des années, et également pour compenser finalement ce qui s'était produit au cours des années précédentes, où ils avaient vraiment échoué de très peu. Est-ce que l'Union peut aller jusqu'au bout cette fois, tu crois, et rafler ce titre de champion au nez à la barbe de Genk et de Bruges? Bah, ils sont dans une situation déjà mentale qui leur est bien plus profitable parce que pour une fois, c'est eux qui chassent, c'est plus eux qui sont chassés. Ça change énormément. Après, moi, j'ai quand même l'impression qu'ils partent avec un retard de points rien trop conséquent. Et je ne sais pas si les deux de tête, à part se prendre des points l'un à l'autre, vont perdre beaucoup dans le reste. Donc, je m'attends, l'Union est dans une super belle position parce que, enfin, dans l'aspect mental, elle est libérée, elle va pouvoir, et on le voit d'ailleurs, quand ils jouent sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent. Ça part vers l'avant, etc. Tandis que les 2 années où ils sont rattrapés, on sentait qu'il y a une Union en play-off, on sentait qu'il y avait quelque chose de cassé, une grosse panique. Maintenant, je n'ai pas l'impression que le top 2 va perdre trop de points. Je pense qu'ils vont échouer deuxième, troisième encore. Moi, j'ai la Quand sensation même, qu'on le quand saura même. assez vite. J'ai la sensation qu'on le saura assez vite. Je pense que s'ils roulent encore sur Anderlecht comme ils ont roulé sur les autres sur les équipes les 2 week-ends précédents et que derrière, imaginons que ce soit un partage entre Genk et Bruges, moi j'ai l'impression que l'Union peut aller au bout, vraiment. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est Genk Union, oui, je crois que c'est Genk Union le match suivant. Moi j'ai l'impression qu'on le saura assez vite et j'ai cette sensation qu'ils peuvent le faire, vraiment. Ouais. J'ai l'impression que s'ils font le 9 sur 9 ici, qui sont les premiers en fait du top 3 à rattraper des points Oui. sur le reste, ça peut aller très vite en fait dans ces playoffs. Et moi j'ai l'impression que l'Union peut franchement peut le faire cette saison. Mais bon, voilà, je crois qu'on le saura assez vite de toute façon. Il y aura- Mais ce serait sympa. Mais oui, parce qu'il y aura un nouveau. Bon, là, pour le moment, ils sont dans la peau du chasseur. Donc, allez, ils ont, entre guillemets, rien à perdre dans la course au titre, même s'ils ne peuvent pas perdre le podium. Mais dans la course au titre, c'est pas eux qu'on attend trop pour le moment. Si jamais ils reviennent justement à la 2e place, qu'ils reviennent à 2 points de la tête, là, on va les attendre déjà beaucoup plus. Ouais. Donc, l'aspect mental peut à nouveau changer. Est-ce qu'à ce moment-là, ils sauront gérer un match où ils vont se dire, ben, OK, si on gagne celui-là, on revient provisoirement en tête ou à 1 point de la tête. C'est différent que de revenir à 6 points, etc. et de toujours être à distance. Donc, il faudra voir aussi à ce moment-là, il y a des jeunes, Pokongoli est un jeune coach aussi, il faudra Ouais, voir tout à comment fait. tout ça va se goupiller dans les 3-4 derniers matchs des playoffs. Ouais. Ben, on aura déjà l'occasion de revenir sur ces playoffs la semaine prochaine. Parlons un petit mot sur les playoffs 2, où là, franchement, c'est beaucoup plus indécis. Qui est-ce que tu vois finalement émerger? Parce que chaque semaine, ben, à chaque match, il y a des renversements de situation. Tu n'as pas vraiment un grand favori. Non, T'as le clairement. Standard qui vient de trébucher à Charleroi, Malines aussi. Euh, Tu en penses quoi? Moi, depuis le début, j'ai la sensation que c'est Malines qui va aller tirer les marrons du feu. J'ai vraiment cette impression-là. Il y a ce côté aussi où on ne les attend pas vraiment. Il y a peut-être une meilleure ambiance à Malines que du côté de Charleroi, où ça reste quand même un petit peu délétère pour le moment, comme on l'a vu ici avec ce qui s'est passé pour le derby wallon. Puis l'ambiance n'est quand même pas toujours au beau fixe, que ce soit entre les coachs, entre les supporters, la direction, etc. J'ai l'impression que
ça peut très vite, le grain de sable peut très vite venir se mettre à Charleroi. Le Standard, je pense que c'est pas la peine de revenir encore une fois sur ce qui se passe en coulisses. Je crois que le Standard, mentalement, peut-être qu'ici ce week-end c'était la défaite de trop et ça va dégringoler. Donc j'ai toujours, depuis le début, la sensation que c'est Malines qui va tirer le marron du feu. C'est une belle équipe, c'est un bon public. Donc je pense aussi que c'est une équipe qui pourrait éventuellement profiter d'un ticket européen. Pourquoi pas, un jour ou l'autre, ça peut leur faire du bien aussi pour passer enfin ce palier qu'ils n'ont pas réussi à passer depuis qu'ils sont remontés en D1. Donc oui, moi je vois bien Malines aller tirer les marrons du feu. Maintenant, j'avoue que je suis un petit peu moins les playoffs 2 que Loïc qui était au Mambourg ce week-end, évidemment. Ouais. Loïc alors? Ouais, moi j'aurais plutôt dit Malines aussi. J'aurais plutôt dit avant ce week-end aussi de faire attention à Westerlo. Westerlo qui perd des points, il commence à freiner un peu. Maintenant, je pense pas du tout que dans le choc wallon qu'on a vu hier, le gagnant des playoffs 2 est là-dedans. Franchement, je pense pas, comme le dit Florent, je pense qu'à Charleroi, il y a une ambiance quand même particulière encore avec la direction, avec les supporters. Alors, on a vu par contre un Rick de Mille qui était vraiment euphorique et presque mort de faim au coup de sifflet final parce que le groupe veut aller le chercher, ce ticket. Maintenant, bon, il y avait une belle ambiance hier au Mambourg, c'était le choc wallon, il gagne le match. Je vais pas trop m'éterniser sur la tribune piégée d'avant-match qui est pour moi un scandale sans nom. Mais oui, je pense qu'il va leur manquer quelque chose. Le Standard a été absolument cataclysmique, fantomatique. C'est difficile de trouver des mots par rapport à ce qu'on a vu hier. C'était pas un bon match. Mais tu parlais de tribune piégée. Tu m'en as touché un mot. C'est pas quelque chose de neuf, ça c'est déjà pas quelque chose de produit neuf, effectivement, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu d'ailleurs à Recourt en fait. C'était les supporters de l'Antwerp qui avaient piégé. Alors ce n'était pas entre les deux clubs qui s'affrontaient l'un l'autre, c'était les supporters de l'Antwerp qui étaient venus piéger la tribune du Berscott parce que le Berscott se déplaçait à Recourt de façon à faire exploser les couleurs de l'Antwerp pendant le match du côté des supporters du Berscott. Ça c'est une chose qui s'est passée en Belgique et dans d'autres pays, dans le derby Ferencváros-Újpest. Les supporters de Ferencváros avaient piégé la tribune d'Újpest pour que les couleurs vertes de Ferencváros apparaissent dans la tribune. C'est arrivé en Eredivisie. Ça a essayé d'être fait en France, mais ça a été comme chez nous. C'était à Nantes avec des supporters du TFC, oui. À Toulouse, des supporters du TFC voulaient piéger la tribune de Nantes, voilà. Donc c'est quelque chose qui se fait. Il n'y a jamais eu de morts, de blessés, de victimes. Par contre, il suffit qu'une fois ça tourne mal, et évidemment. Voilà, c'est pas quelque chose de très malin à faire, mais c'est quelque chose qui s'est déjà fait, qui apparemment en fait, parce que c'est quand même quelque chose dont on voit des occurrences récemment. Ça date pas d'il y a 10-15 ans. Ces dernières années, c'est quelque chose qui se fait. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Parce que ça me paraît assez incroyable que ça se fasse à l'insu de la sécurité, à l'insu de tout le monde. C'est quand même assez particulier. Comment empêcher ça? Je pense qu'il va devoir y avoir une réflexion autour de ça parce que ça commence à se faire assez régulièrement. Tous les ans maintenant, il y a ça, quoi. C'est particulier. En fait, un stade, il faudrait pouvoir le protéger 24 heures sur 24. Par le passé, on a déjà vu des actions de supporters qui amenaient des pelles pour enlever ou démolir la ligne ou tout simplement le point du milieu du terrain. Donc, mais ça arrivera toujours. Ça c'est folklorique, mais ça veut dire quand même que les gens peuvent avoir accès au terrain un peu trop facilement. Mais bon, on va peut-être pas s'étendre sur ça. Le dernier mot, ce sera pour la lutte pour le maintien, avec quand même, je trouve, le résultat du week-end, c'est Courtrai qui va l'emporter à Saint-Tron et qui remet tout en question. Parce que là, c'était vraiment la victoire qu'il fallait. Surprise aussi pour toi, je présume? Non. Non, je le sentais venir. Je le sentais venir parce que Bernstock est un mage noir, voilà, c'est tout. C'est un magicien, je ne sais pas comment il fait. Mais tu dis ça, Bernstock? Bernstock, oui. C'est l'effet Bernstock, j'en suis sûr et certain. Il avait déjà fait des miracles à Moucron avec une équipe franchement médiocre. Il était allé chercher des résultats complètement inattendus. Il était arrivé au cercle alors que la situation, les carottes étaient cuites au cercle, vraiment. Bien aidé par un mercato XXL à l'époque, il avait sauvé le cercle. Donc moi je pense que c'est l'effet Bernstock. Malheureusement pour lui, il est un petit peu rentré dans ce rôle de pompier de service, ce qui est jamais vraiment plaisant pour un entraîneur, mais je pense qu'à partir du moment où tu le fais bien, c'est pas non plus une mauvaise chose. Mais là, je pense que c'est lui qui est arrivé, qui a remis de l'ordre là-dedans, et je suis pas surpris de ce résultat. Donc malheureusement pour Saint-Tron, malheureusement pour Mazzou,
Je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, j'ai l'impression que quand ça va mal, Matsu a plus une tendance à accompagner le groupe dans la descente qu'à le tirer vers le haut. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, moi j'ai pas été surpris par ce résultat. Maintenant, il va falloir que Courtrai continue, mais ça peut être le début de la fin pour Saint-Tron, j'espère que non, mais le début de quelque chose pour Courtrai en tout cas. Au contraire. La presse néerlandophone parlait ce matin d'une réunion avec Felice Matsu, une réunion d'urgence ce lundi et d'un possible licenciement. Donc ils ont avec Matsu, ils ne pensaient pas aller en play-down déjà, parce qu'à un moment donné, tu te retrouves avec une attaque composée de Didier Lamkelze, Loïc Lapoussin et Adriano Bertaccini. Alors bon, avec Lamkelze on sait, mais c'est quand même impensable d'imaginer une ligne offensive pareille en play-down, sachant qu'il y a encore des joueurs derrière, dans toutes les lignes, des Van Elden derrière, des bons petits joueurs. Donc mais il y a définitivement, je pense, quelque chose de caché avec Felice Matsu à Saint-Tron. Et bon, on va voir s'ils vont tenter le coup de l'électrochoc maintenant. C'est tout ou rien, parce qu'on peut se dire dans cette dynamique-là, ils ne se sombreront pas. Maintenant, le tenter à 4 matchs de la fin, il faut être sûr de soi. Quoi. Il faut trouver la bonne personne. Ce qui est dingue, et je vais peut-être terminer là-dessus, quand j'ai su que Lamkelze allait à Saint-Tron, je me suis dit, c'est vraiment tomber sur Matsu, le type qui peut peut-être remettre le gars sur les bons rails. Ça s'est fait pendant quelques semaines et puis. Personne ne peut remettre Lamkelze sur les bons rails. Je pense qu'il est perdu. Ingérable. Et j'espère que c'était sa dernière chance. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de donner des secondes chances à des gars pareils qui crachent dans la main qu'on vous tend. Je pense que c'est plus possible. Et je pense que là, c'était la dernière fois. C'est quand même fou, hein, un type qui a 28 ans. Et tellement de talent. Du talent à revendre et qui finalement. Je crois qu'ils avaient sorti avant le match contre le Cercle, où c'était justement un match chaud pour les playdowns. Il avait séché 2 ou 3 entraînements la semaine. C'est pas possible de travailler. Puis derrière, de lui dire le week-end, c'est toi qui joues. Et puis il y a son remplaçant, il est venu tous les jours, il s'est entraîné comme un malade. Et l'autre est venu 3 fois, c'est lui qui joue. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est évident. Ok, messieurs, merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débriefing, la journée 3. Merci voilà, à vous. merci beaucoup.